Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si l'automobile passe à l'électrique à batterie, l'option hydrogène fait aussi des émules avec une pile à combustible, avec un moteur thermique. Les prises de position se multiplient, alors en Europe, mais aussi du côté des constructeurs japonais. Alors H2, l'avenir de l'automobile, bienvenue dans ce numéro spécial hydrogène d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Ravi de vous retrouver pour cette spéciale consacrée à la voiture à hydrogène. Alors les voitures électriques à batterie, elles représentent 14% des immatriculations en Europe en mai. Mais plusieurs grands groupes ont fait des annonces sur l'hydrogène pour décarboner leur flotte. Alors c'est notamment le cas des constructeurs japonais. Nous recevrons dans quelques instants Franck Marotte, le PDG de Toyota France. Bonjour Issa Lacroix. Bonjour Pauline. Alors toi, tu as fait le tour des différentes stratégies justement mises en place par les constructeurs pour faire arriver la voiture à hydrogène sur le marché. Et oui Pauline, les constructeurs s'intéressent de plus en plus à la voiture à hydrogène pour leurs futurs véhicules. Il faut savoir d'abord qu'aujourd'hui, il existe seulement deux modèles de voitures à hydrogène hors utilitaire qui sont vraiment sur le marché. Il s'agit d'abord de la Toyota Mirai, sortie en 2015 et qui en est à sa deuxième génération. Le deuxième pionnier, c'est Hyundai avec son Nexo qui est sorti en 2018. Alors ça, c'est les forces en présence, celles qu'on trouve aujourd'hui en concession. Mais alors, quels sont les autres constructeurs qui veulent se lancer dans cette technologie ? Alors, vous avez par exemple BMW qui vient de lancer une flotte de BMW iX5 hydrogène. Donc le gros SUV. Oui, c'est ça exactement. Pour tester en conditions réelles sa nouvelle génération de piles à combustible. Jaguar Land Rover teste aussi depuis 2021 un prototype de Defender qui embarque une pile à combustible. Là aussi, un très gros casquette. Exactement. Il y a aussi le groupe Stellantis qui commercialise depuis quelques mois sur le marché français et allemand des utilitaires légers à pile combustible. Alors, il y a le Citroën Jumpy, le Peugeot Expert et l'Opel Vivaro qui ont été choisis comme modèle pour embarquer cette technologie dans le groupe Stellantis. Mais il y a aussi le groupe Renault qui suit la même stratégie avec sa filiale Ivia. Que nous avions reçu sur ce plateau il y a quelques mois. Exactement. Et Ivia qui commercialise donc des piles à combustible de différentes variantes du Master. Vous avez aussi de nouveaux constructeurs français qui s'intéressent exclusivement à la voiture hydrogène. On peut citer Opium, Namix. Même si eux sont recentrés juste sur la pile à combustible parce que ça n'allait pas très très bien ces derniers temps financièrement. Et Namix que nous avions aussi reçu. Exactement. Et il y a aussi Hype. Et on a su aussi, Pauline, cette semaine que un constructeur britannique que tu dois connaître, Ineos Automotive, va présenter pour la première fois au Goodwood Festival. On y était allé l'année dernière, oui, en Angleterre. Un véhicule de démonstration de sa pile à combustible hydrogène Grenadier. Mais Pauline, il va bientôt y avoir des hypercars à hydrogène. Tu sais de qui je vais te parler. Absolument, Alpine. Exactement, Alpine que tu as vu au 24 heures du Mans et qui a exposé d'ailleurs sa voiture à hydrogène, l'Alpine Alpenglow. Alors ça, celle-ci, contrairement aux autres voitures dont on a parlé, l'Alpine, c'est qu'en fait c'est une voiture à hydrogène mais qui n'a pas une pile à combustible mais qui a un moteur thermique comme d'ailleurs la stratégie de Toyota que nous développerons dans quelques instants avec Franck Marotte. Exactement Pauline, la différence principale entre une voiture à hydrogène à pile à combustible et une voiture à hydrogène à moteur à combustible, c'est la manière dont l'hydrogène est utilisé pour produire de l'énergie. Donc dans la voiture équipée d'une pile à combustible, l'hydrogène alimente la pile à combustible où il réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité qui est ensuite utilisée pour alimenter un moteur électrique. C'est une voiture électrique en fait. Exactement. Dans la voiture à hydrogène à moteur combustible, l'hydrogène est utilisé comme un carburant. Il est injecté dans les cylindres du moteur et mélangé à l'air. Ce mélange produit une explosion contrôlée qui génère de la puissance pour propulser la voiture. Et du coup, ça ressemble plus à finalement une voiture classique à moteur thermique avec de l'essence, du diesel qu'on connaît bien. Exactement. Mais du coup, s'il y a de plus en plus de voitures à hydrogène, il va aussi falloir qu'il y ait de plus en plus de stations à hydrogène. On est prêt sur ce côté-là, Essia ? Alors, on n'est pas encore prêt, c'est le cas de le dire, et surtout comparé aux stations carburant classiques. Mais la situation pourrait s'améliorer. Par exemple, la plus grande station de production et de distribution d'hydrogène en Europe, elle a été ouverte ici
à Paris, à Porte de Saint-Cloud, le 14 juin dernier. Elle a une capacité quand même d'une tonne par jour. Ça fait quand même 400 pleins de voitures à hydrogène. C'est pas mal. Et selon l'association France Hydrogène, il va y avoir jusqu'à 225 stations à hydrogène d'ici à 2025 en France. Merci beaucoup, Essia Lacroix, journaliste BFM Business. La stratégie de Toyota, comment la filière à hydrogène aborde cette croissance? Réponse tout de suite avec nos invités. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Les invités plutôt, puisque je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Christelle Verquin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Déléguée générale de France Hydrogène, donc une association qui regroupe tous les acteurs de l'hydrogène, si je résume en quelques mots ce qu'est France Hydrogène. Et également avec nous Franck Marotte, PDG de Toyota France. Bonjour. Donc on va revenir dans quelques instants avec vous sur la stratégie de Toyota, puisque vous avez fait pas mal d'annonces ces dernières semaines sur justement votre stratégie hydrogène. Et si elle nous en parlait dans sa chronique, Franck, Toyota, vous aviez déjà la Mirai, vous êtes un des pionniers de l'hydrogène, version pile à combustible. Et alors, il y a quelques semaines, aux 24 heures du Mans, vous avez annoncé notamment la volonté d'aller plus loin et aussi de faire du moteur thermique à hydrogène. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur cette nouvelle stratégie que vous voulez mettre en place ? Alors on continue à explorer tous les champs du possible autour des technologies qui nous permettront à terme de faire du zéro émission sur tous les vecteurs de mobilité pour les consommateurs. Et sur la partie hydrogène, effectivement, alors c'est pas nouveau des 24 heures du Mans, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que l'on teste des prototypes, pour faire simple, où on remplace dans un moteur thermique, que l'on connaît depuis une centaine d'années, on remplace le pétrole, essence ou diesel, par de l'hydrogène liquide. Et donc c'est le même fonctionnement par ailleurs, avec la même architecture de la voiture, ce qui a pas mal de bénéfices, et surtout peut en avoir un potentiellement, si on y arrive et si on y arrive au bon prix, c'est de pouvoir traiter potentiellement tout le parc roulant. Parce qu'on sait bien que on remplace des voitures neuves, c'est que 5, 6, 7, 8%, ça dépend des années, de l'ensemble des voitures qui roulent sur le territoire national, et malheureusement les plus polluantes sont les plus anciennes. Et ces plus anciennes, c'est aussi celles qui sont les moins coûteuses pour le consommateur, qui souvent touchent des clients qui ont les pouvoirs d'achat les plus faibles. Et donc, on a un devoir sociétal, quelque part, et une vraie ambition chez Toyota, d'essayer d'irriguer la décarbonation jusqu'à ces clients-là, bien sûr en respectant leur pouvoir d'achat. Et donc, si on peut réussir à modifier les véhicules dans lesquels ils roulent aujourd'hui, en remplaçant le pétrole par de l'hydrogène et donc à arriver à leur faire du zéro émission, eh bien ça serait un challenge qu'on aurait relevé qui serait formidable et qui nous permettrait d'accélérer très très rapidement, plutôt que simplement par le marché des véhicules neufs, la décarbonation globalement. Alors pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que je n'ai pas besoin de changer le moteur, je n'ai pas besoin de changer le réservoir, ça pourra fonctionner avec de l'hydrogène, du coup sous quelle forme? Parce que c'est vrai qu'on voit dans la Mirai par exemple, c'est un réservoir particulier, c'est des stations particulières, il y a énormément de pression autour de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu techniquement comment ça va fonctionner? Alors on va pas être trop détaillé parce que on va éviter de perdre les auditeurs, mais le moteur sera techniquement à peu près le même avec quelques modifications, quelques adaptations. Le réservoir forcément est différent parce que stocker du pétrole c'est très différent que stocker de l'hydrogène. La molécule n'est pas du tout la même, donc il faudra changer le réservoir et puis modifier un petit peu la ligne d'échappement également qui ne sera pas tout à fait la même. Ça, bien sûr, on le ferait sur des véhicules neufs, si c'est plus intéressant ou complémentaire de la pile à combustible. Et puis surtout, comme je le disais, on pourrait le faire potentiellement sur le parc roulant et accélérer le zéro émission. Donc du rétrofit à hydrogène, quel type de véhicule serait plus adapté entre d'un côté sur une gamme neuve, entre de la pile à combustible et du moteur thermique à hydrogène? Alors on est encore dans des phases de prototype, donc il est difficile de le dire. A priori, la pile à combustible est plus compacte en géométrie qu'un moteur thermique avec une boîte de vitesse. Donc, petite voiture peut-être. Voilà. Par contre, à l'inverse, on cherche aussi à avoir le maximum d'autonomie et l'autonomie passe par la taille des réservoirs d'hydrogène. Et pour les gros rouleurs, il faut de l'autonomie justement. Il faut arriver à 1000 km à terme, ce que délivre aujourd'hui un véhicule diesel ou un véhicule essence, un véhicule thermique. Voilà, donc ce sont des équilibres qu'il va falloir trouver. Les deux solutions peuvent être tout à fait complémentaires en tout cas. Mais pour la deuxième, elle a un gros avantage que je viens de citer, à savoir transformer des véhicules existants.
Christelle Verquin, on le voit, hein, il y a cette stratégie de Toyota, Essia nous en a parlé un petit peu avant, il y a BMW, il y a Ineos, il y a Alpine, enfin, on sent qu'il y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps, que ça bouge beaucoup autour de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une maturité particulière de la technologie, il y a une question de prix où on arrive finalement à une bonne balance entre le coût de la techno et puis la manière dont, enfin, le prix de vente au public? Je dirais en premier lieu qu'on se rend compte qu'il faut singulièrement accélérer sur la décarbonation et particulièrement du secteur des transports. Et effectivement, comme vous le dites, et je crois que ça a été bien rappelé, les technologies sont matures et on constate une dynamique mondiale au niveau de l'hydrogène comme vecteur de décarbonation, mais dans la mobilité, mais dans d'autres secteurs également. Donc c'est toute cette dynamique autour de l'hydrogène et de son déploiement qui permettrait de décarboner effectivement les véhicules. Voilà, donc nous, effectivement, on a beaucoup considéré la pile à combustible dans la mobilité. L'État français a investi dans des usines de piles à combustible. On se dit que c'est aussi une chaîne de valeur industrielle, que le déploiement de l'hydrogène permet de promouvoir des nouvelles technologies, d'être en avance de phase par rapport à d'autres régions du monde. Voilà. Mais au-delà de cet intérêt-là et dans lequel il faut effectivement que la France joue tout son rôle, on constate tout de même en effet qu'une seule solution ne répondra pas à tous les besoins. Donc il faut en fait analyser pour le consommateur au cas par cas son profil de consommation, son profil d'usage et voir la solution la plus adaptée. Et dans ce contexte-là, l'hydrogène, qu'il soit à partir d'un moteur thermique ou de la pile à combustible, répondra à une partie simplement des besoins aux côtés d'autres solutions comme l'électrification directe avec les batteries, voilà, exactement, etc. Ou d'autres solutions hybrides ou variées. Quand on parle beaucoup, c'est vrai, de l'hydrogène comme une solution de décarbonation, entre la pile à combustible où c'est une voiture électrique où finalement on rejette de l'eau, le moteur thermique où il va quand même y avoir de la combustion, donc des rejets, comment on arbitre entre les deux? On regarde sur toute la chaîne de vie de la voiture, on se dit elle va durer plus longtemps, enfin comment justement vous voyez la possibilité d'arriver avec quand même des émissions à la fin d'un certain nombre de polluants avec la voiture hydrogène, Franck Marotte? On a deux objectifs dans cette affaire. Le premier, il est majeur, c'est de faire adopter le zéro émission par le maximum de consommateurs. Et le deuxième, il est de le faire au bon prix pour le consommateur, parce que la mobilité reste un besoin fondamental. On est dans un pays qui est un grand pays, qui a des zones encore rurales qui seront, même si on développe les transports en commun très largement, où la mobilité sera très largement individuelle. Et donc, il faut absolument que l'on puisse faire du zéro émission accessible pour tous. Donc, il faut qu'on travaille toutes les solutions technologiques possibles. Les industriels vont avoir, dans les années qui viennent, beaucoup d'investissements à réaliser, probablement en faisant de la recherche sur plusieurs vecteurs, parce qu'il n'y a aucune certitude à ce stade. Vous parliez sur la technologie hydrogène entre la pile à combustible et le moteur thermique. On n'a pas encore de certitude sur ce que seront les coûts de ces deux technologies dans 5 ans, dans 10 ans. Et peut-être que l'une, finalement, l'aura emporté sur l'autre massivement et nous permettra justement de faire du zéro émission beaucoup plus largement. Et c'est ça qui doit être notre objectif. Que le consommateur puisse effectivement conserver son moyen de mobilité et que la planète, bien sûr, soit préservée et que tout ça passe par du zéro émission massivement diffusé. Parce que finalement, en termes d'émissions, enfin, il y a aussi d'autres polluants. Une voiture à moteur thermique à hydrogène sera de toute manière émettra moins de polluants qu'un thermique classique. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc de toute façon, même si ça en est... Voilà, la combustion de l'hydrogène, par définition, est beaucoup moins polluante. Quasi pas polluante par rapport au pétrole et par rapport au diesel. Christelle Verquin, il va falloir à un moment aussi installer des capacités de production de l'hydrogène, parce que si on veut alimenter toutes ces voitures, et je ne parle même pas d'alimenter d'autres de l'industrie ou d'autres secteurs, on en est où justement de la production de cet hydrogène vert en France? On est en train de construire des stations. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photo, un petit panorama de la production d'hydrogène et comment on va avoir des stations partout pour se charger? Alors, ce qu'on a effectivement identifié, c'est la nécessité de réduire rapidement le coût de production de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Nous, on considère les solutions bas carbone rapidement, afin que ça constitue effectivement une solution de décarbonation. Donc, on est en train de déployer des capacités de production avec le soutien de l'État d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Il y a un certain nombre de projets qui sont déjà en cours de lancement et on identifie vraiment des perspectives assez ambitieuses en termes de production et consommation de cet hydrogène. En termes de mobilité, effectivement, il y a tout un réseau à construire.
On a aujourd'hui déjà 60 stations de recharge hydrogène ouvertes en France. C'est à peu près un tiers des stations qui sont ouvertes en Europe, donc on est quand même encore dans le peloton de tête. Avec un territoire qui est maillé à peu près de manière équilibrée en termes de... Alors on retrouve les stations hydrogène autour des sites d'usage, c'est-à-dire que si on pense aux flottes de taxis parisiens par exemple, on va retrouver des stations qui permettent de les ravitailler autour des aéroports ou proches des villes. On retrouve également des stations pour les bus dans les collectivités territoriales, puisque la mobilité hydrogène, elle concerne le transport aussi lourd. Et j'ajoute que le réseau de stations, il cherche en premier lieu à avitailler des acteurs qui ne sont pas le citoyen individuel dans un premier temps. On attend encore d'avoir des offres de véhicules individuels sur le marché. Pour l'instant, la cible visée et les véhicules vraiment prêts à être déployés et qui sont déjà commercialisés, ce sont plutôt des véhicules utilitaires à destination. Avec une flotte qui, du coup, peut revenir. Exactement. À fin 2023, on estime avoir une centaine de stations ouvertes en France. Donc c'est bien. Et la cible à 2030, c'est autour de 800 stations. On a des contraintes réglementaires au niveau européen qui vont nous permettre d'avoir en tout cas un maillage pour le réseau transeuropéen de transport, donc plutôt pour le poids lourd, d'environ 600 stations en Europe à 2030. Voilà, donc ce maillage, il se fait petit à petit. Il s'adresse dans un premier temps à une mobilité plutôt professionnelle pour répondre à des besoins vraiment précis. Et peu à peu, ce maillage va permettre aux citoyens d'accéder à la mobilité hydrogène. Ça doit être assez compliqué du coup pour l'instant, vu qu'on se concentre sur des professionnels, des flottes qui sont plutôt captives, d'avoir une idée du prix. On arrivera, vous avez une horizon de temps pour un équilibre entre le prix assez cher qu'on paye aujourd'hui à la pompe et puis le prix du équivalent du carburant hydrogène. Quand est-ce qu'on aura la parité entre le plein de sans-plomb et le plein d'hydrogène ? Alors, c'est des perspectives qui arrivent bientôt. Ce qu'on regarde, nous, c'est pas tant le prix du carburant à la pompe aujourd'hui qui dit peu de choses. C'est pour un artisan, un commerçant ou un utilisateur, un transporteur de marchandises, c'est le coût total de possession de son véhicule, dont le coût du carburant est une des composantes, mais c'est pas la seule. En revanche, on a des perspectives réglementaires en France, d'obligation d'incorporation de carburants renouvelables qui vont nous permettre de faire baisser le coût de l'hydrogène à la pompe grâce à ce levier extra-budgétaire. Donc on est de toute façon en coût de carburant déjà très proche de la compétitivité avec le diesel. Franck Marotte, sur les prix des voitures, on sait que la Mirai, elle est accessible mais quand même assez cher. On est plutôt dans des tarifs de berline premium. On parle beaucoup, quand on regarde la voiture électrique à batterie, de la voiture à 25 000 €, un peu comme un coût psychologique acceptable par le public. Une petite voiture à hydrogène au même tarif, c'est quelque chose de complètement illusoire ou c'est la cible d'ici peut-être 2030 ? Sur la partie véhicule, j'aurais tendance à dire que le surcoût qu'on constate sur les voitures électriques à batterie est à peu près équivalent sur les voitures électriques à hydrogène, à pile à combustible aujourd'hui. Il est de l'ordre de 30 à 40%, si on regarde les prix publics qui sont pratiqués sur le marché, bien sûr en dehors des aides qui peuvent être consenties par l'État. Donc c'est un frein à la consommation incontestablement. Il y a certaines annonces qui sont faites de véhicules électriques à batterie à 25 000 € sur des petits véhicules. Aujourd'hui, il est probable que l'offre de véhicules à hydrogène se fera sur des plus gros véhicules. La Mirai est un exemple, les véhicules utilitaires en seront d'autres, jusqu'au poids lourd bien sûr. Il n'y a pas de perspective à court terme pour avoir des petits véhicules urbains à pile à combustible et à hydrogène. Mais néanmoins, si on le faisait, on serait probablement dans des niveaux de prix et de surcoût qui seraient comparables. Et comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment de travailler et sur l'électrique à batterie et sur l'électrique à hydrogène pour que la parité sur le prix, on l'atteigne le plus rapidement possible. Probablement quelque part entre 2028 et 2030. C'est ça la perspective de la plupart des industriels de la filière. Et puis après, il y a le coût de l'énergie elle-même. Le coût de l'énergie elle-même, ça passe pour ce qui est de l'hydrogène par une montée en puissance de la consommation, une montée en puissance de la production et surtout par des unités de production qui sont beaucoup plus grosses. Oui. Par une mise à l'échelle, ce qu'on appelle chez les industriels. Aujourd'hui, on a des unités de production d'hydrogène qui sont de petite taille, parce que aussi c'était adapté aux besoins.
il faut absolument qu'on change de paradigme. Donc il y a des projets en France qui sont annoncés de ce point de vue, de méga électrolyseurs, ce qu'on appelle. Donc on parle des méga factories pour les batteries. Il y a aussi des méga électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène vert aussi le plus possible. Et c'est seulement à cet horizon-là qu'on arrivera effectivement à baisser le prix de l'énergie à la pompe. Après, il ne faut pas non plus oublier que pour ce qui est du paramètre prix de l'énergie à la pompe, il est fortement taxé aujourd'hui sur le pétrole. À peu près 80% du prix de ce que le consommateur paye à la pompe est constitué de taxes. Enfin, ce sont les taxes. Donc il ne faut pas exclure que la même chose donc, arrive sur l'hydrogène. Que se passera-t-il sur l'hydrogène ? Nous ne savons pas. Et c'est bien sûr une discussion qu'avec France Hydrogène, nous avons avec les autorités, de manière à ce que aussi la transition énergétique soit accompagnée en termes de taxation sur le prix du carburant. Dernière question, en termes d'acceptabilité sociale, des fois l'hydrogène en France, ça fait un petit peu peur, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, vous sentez tous les deux que finalement, du côté du consommateur, on a plus une vision positive ou au moins un questionnement positif par rapport à cette nouvelle technologie, Christelle Verquin ? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une technologie et un gaz qui est très maîtrisé parce qu'il est utilisé de longue date dans l'industrie, donc on n'y voit pas de problème. Bon, moi, quand je me déplace à Paris et que je vois des véhicules, des Toyota Mirai à hydrogène et des gens dedans, j'ai l'impression que ça suscite plutôt une indifférence générale, donc pas normal. De crainte. Voilà, en particulier, c'est pareil pour les bus à hydrogène qui sont en circulation. Voilà, donc il y a un ensemble de contraintes réglementaires qui permettent de s'assurer que l'hydrogène est très bien maîtrisé dans l'espace public, pas seulement dans les zones industrielles qui l'utilisent déjà. Et donc c'est pour ça que les réservoirs à hydrogène sont testés de manière extrêmement drastique. Et des systèmes, enfin Franck Marotte en parlera mieux que moi, des systèmes permettent de s'assurer qu'il n'y aura aucun problème avec l'hydrogène. Franck, en un mot, vous, vos clients en concession, ils sont très... Ils sont très rassurés. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, l'électrique, ça prend feu et l'hydrogène, ça explose. Voilà. Pour faire simple. Je peux vous assurer que l'industrie automobile est une industrie extrêmement réglementée, en particulier sur la sécurité. Si je prends l'exemple de la Toyota Mirai, qui est donc le véhicule hydrogène le plus diffusé aujourd'hui et qui est massivement présent dans l'industrie du taxi parisienne, ces véhicules sont 5 étoiles Euro NCAP. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nombre d'étoiles ? C'est le maximum qu'on puisse atteindre en termes de tests sur la sécurité. Donc, ça veut dire qu'on fait rentrer la voiture dans un mur à plus de 60 km/h. Et quand on a 5 étoiles, on a le maximum. Et cette voiture, elle a un réservoir d'hydrogène, elle a une pile à combustible, donc elle a tout un système et elle a de l'énergie à bord, bien sûr. Voilà. Et donc, on répond de ce point de vue exactement de la même manière que les meilleures voitures thermiques aux normes de sécurité. C'est pareil, bien sûr, pour les voitures électriques à batterie. Donc, on donne la possibilité à des consommateurs d'assurer leur mobilité individuelle. C'est eux qui conduisent au quotidien. On a une réglementation qui nous impose et on a un devoir moral que ce produit soit parfaitement sécurisé. Et je peux vous assurer, et tous les tests le prouvent, que ça l'est. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, Christelle Verquin, Franck Marotte. On va passer du coup de l'hydrogène, on va quand même repasser un peu à la voiture électrique à batterie. C'est l'essai de la semaine. Bastien Potti et Julien Bonnet ont testé la voiture électrique la plus vendue au premier trimestre, la Tesla Model Y. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Ça, c'est tout simplement la voiture la plus vendue dans le monde sur les 3 premiers mois de 2023. Un SUV 100% électrique, le Tesla Model Y, qui devient donc le premier modèle zéro émission à accomplir cette performance sur laquelle on est plus habitué à voir des noms très connus comme la Toyota Corolla. Un exploit principalement dû à son positionnement tarifaire. En effet, aujourd'hui, ce modèle Y constitue un des meilleurs rapports qualité-prix sur le 100% électrique, mais également toute motorisation confondue. Et c'est le cas en France, puisque la version qu'on teste aujourd'hui, la version propulsion, elle constitue l'entrée de gamme de ce modèle Y. Et donc elle démarre à 46 000 €, tout juste sous le plafond du bonus écologique qui est fixé à 47 000 €. Notre modèle d'essai aujourd'hui, il dépasse en réalité ce plafond puisqu'on a la peinture bleue qui est facturée 1 600 € et qui nous fait passer tout juste au-dessus du plafond de 47 000 €, suffisamment en fait pour perdre les 5 000 € d'aide d'État. Et donc à 6 600 €, ça fait un peu cher le coût de peinture. Donc pour disposer d'un modèle Y avec le prix bonus inclus de 41 000 €, il faut pour ça choisir que la couleur noir ou blanc, et c'est pour ça que c'est les couleurs que vous risquez de voir le plus sur les routes. On redécouvre l'habitacle du modèle Y avec son écran
unique qui reste toutefois très pratique et surtout très performant, et un grand toit panoramique. Là, c'est pratique pour faire entrer la luminosité à l'intérieur. En gros, on est sur l'habitacle du modèle Y qu'on connaît sur les versions plus haut de gamme. Il y a très peu de différence et on garde surtout d'énormes volumes à l'intérieur, mais également sur les coffres arrière comme avant, et une bonne qualité de finition. À noter d'ailleurs que notre modèle d'essai il vient de l'usine de Shanghai, mais Tesla accélère la cadence dans son usine de Berlin, où sont désormais assemblées toutes les variantes du modèle Y. En fait, ils avaient commencé par la version performance, celle qu'on avait testée il y a environ 1 an, puis ils ont ajouté la version grande autonomie, celle qui est facturée 53 000 € actuellement. C'est d'ailleurs avec cette version grande autonomie qu'on va comparer aujourd'hui ce modèle Y tout court d'entrée de gamme. 12 000 € d'écart tout de même, on va essayer de comprendre pourquoi. Première différence avec ce modèle Y propulsion, c'est l'autonomie. Il annonce 455 km WLTP contre 533 pour la version grande autonomie. Deuxième différence, elle se situe au niveau des performances, avec un seul moteur à l'arrière contre un deuxième à l'avant pour les 2 autres versions qui sont donc en transmission intégrale. Ici, on est exclusivement en propulsion. Ça se ressent sur le 0 à 100 km/h notamment, avec cette performance qui va être réalisée en 7 secondes, soit 2 de plus qu'avec une version grande autonomie. On profite bien sinon de toutes les autres fonctionnalités, notamment celles qui sont donc sur l'écran, les options de divertissement, mais aussi donc le célèbre autopilot. D'ailleurs, c'est une erreur à ne pas faire aussi si vous voulez profiter du bonus écologique. L'autopilot amélioré, donc la version qui ajoute notamment des fonctions de parking intelligent ou de changement de fil automatisé, elle vaut 3 800 € et donc si vous la prenez à l'achat, elle vous fera forcément dépasser le plafond du bonus écologique, alors que vous pouvez souscrire cette option après achat. La dernière différence, elle se situe au niveau de la recharge. Notre modèle Y d'entrée de gamme propulsion, il peut encaisser jusqu'à 170 kW et contre 250 kW pour les autres versions grande autonomie et performance. Donc ça, c'est une différence qui peut jouer, surtout si vous faites régulièrement des longs trajets. Ce réseau de superchargeurs, ça reste d'ailleurs une des grosses forces de Tesla, en Europe notamment, et une des clés du succès de ce modèle Y. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.